Bonjour à tous, c'est Valentin de chez iFi Portable. Je vous retrouve aujourd'hui, comme promis, pour un test vidéo du Astellinkern SP2000. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Je n'avais plus eu le temps depuis un petit moment maintenant de faire de nouvelles vidéos, mais maintenant, ça y est, je vais reprendre et essayer de poster régulièrement des nouvelles vidéos sur le matériel que j'ai envie de vous faire découvrir. Le SP2000, vous l'avez déjà vu dans une vidéo précédente pour un unboxing, et aujourd'hui, on va aller un peu plus en profondeur. L'appareil est en acier trempé, en acier, pardon, inoxydable massif, donc c'est assez lourd, ça pèse 400 grammes. Au niveau de la taille, on est sur un appareil assez grand, mais sans être rédhibitoire, j'y reviendrai. Et donc, on a ici deux sorties, une 2.5, une 2.5, une 3.5. 2.5 étant la sortie symétrique, 3.5 sortie asymétrique. La différence entre les deux, c'est la puissance. On a un peu plus de puissance avec le symétrique, alors que l'asymétrique vous offre un peu moins de vélocité, de puissance. Je n'ai pas, quant à moi, noté de différence en termes de qualité audio entre les deux. Mais on le sait, c'était pas toujours le cas chez Astellinkern. Enfin, ça fait maintenant depuis un petit moment que je n'arrive pas à discerner la 2.5 de la 3.5 chez Astellinkern, à part au niveau de la puissance. Donc pas d'inquiétude, si vous avez un câble en 3.5, vous n'aurez pas besoin de le changer spécialement. Vous pourrez profiter de votre appareil directement et de toutes ses qualités extraordinaires audio. Voilà. Alors au niveau de la taille et du poids, on en parlait, beaucoup de gens me disent oui, est-ce que ça n'est pas trop gros pour être transporté? Alors au début je le croyais, je le pensais, mais en fait pas vraiment. Parce que on est sur un appareil qui finalement peut se glisser dans une poche arrière de jean, comme je le fais, et on peut le manipuler directement en glissant la main dans la poche pour changer les pistes avec les boutons ici physiques et augmenter, baisser avec un doigt ici. Donc c'est assez facile. Au niveau de la taille, eh bien, pensez quand même qu'il n'y a pas si longtemps, on avait des lecteurs cassettes. Alors c'est vrai que ça date un peu, je dis il n'y a pas si longtemps, ça fait quand même un bon moment. Mais un lecteur cassette, ça avait à peu près cette taille. Alors certes, c'était plus léger, mais c'était quand même assez gros et souvent même plus épais dans la poche. Et pourtant, à l'époque, on arrivait très bien à se débrouiller. Donc il n'y a pas de raison qu'un objet qu'on trouvait portable à l'époque ne le soit plus aujourd'hui, surtout dans des proportions aussi petites au final. Donc pas trop de soucis en ce qui me concerne de le transporter à l'extérieur. Après, évidemment, faut être soigneux, il faut pas être parano, mais voilà, c'est quand même du solide, il n'y a aucun souci. Si vous avez une petite pochette avec, qui est livrée d'ailleurs avec, en cuir, vous n'aurez pas de problème. Alors, à noter que la pochette quand même augmente l'épaisseur et bien sûr le poids. Donc, vous avez des pochettes en spare de marque Annex en silicone, qui sont ultra fines et qui protégera l'appareil, en tout cas si vous le prenez à l'extérieur. Donc voilà pour ce qui est de la portabilité. A priori, pas de souci pour ça, vous pouvez l'emmener dans une poche de pantalon. Il n'y a pas de problème. Cet appareil, on va l'allumer pour que vous puissiez voir le temps d'allumage. Voilà, vous avez un premier logo, le fameux logo d'Astel, qui apparaît, puis il clignote et se met à tourner. Et ensuite, vous arrivez sur la page, l'écran d'accueil. Voilà, donc vous avez vu, c'est assez rapide, hein. Il y en a pour à peu près 10 secondes pour l'allumer, c'est pas très long. C'est à peu près ce qu'il faut à un téléphone pour s'allumer, entre 5 et 10 secondes. Donc voilà, c'est pas un démarrage très long comme parfois certains baladeurs, et heureusement, vous allez me dire, à ce prix-là, ça serait triste. Donc vous arrivez directement sur la page, l'écran d'accueil, pardon, et donc vous avez le logiciel de lecture, tout simplement. Ici, vous avez le logo d'Astel et vous avez un tiroir qui surgit du côté gauche avec donc morceaux, album, artiste, genre, liste de lecture, dossier, MQS, bibliothèque CD, service et paramètres. Vous avez un autre menu qui est là, qui reprend un petit peu le principe du tiroir sur les téléphones, où vous avez toutes les options. Ce menu est personnalisable, on le verra plus tard.
et c'est assez pratique. Après, c'est vrai que le seul petit truc que j'ai à dire, c'est que la pochette qui livre avec a une un petit retour ici en cuir et que ça vous empêche de faire le geste. Donc c'est assez pénible, il faut avoir le coup de main, mais sinon vous pouvez toujours le récupérer ici. Paramètres et vous aurez tout. C'est un peu plus long quand on a la pochette, mais c'est un tout petit peu frustrant parce que on a tous l'habitude de faire ça avec nos téléphones, etc. Moins de faire ça, plus ça. Voilà. Alors ensuite, donc vous avez vu que moi il y a marqué titre de morceau inconnu, artiste inconnu. Pourquoi? Parce que je n'utilise plus la mémoire interne ni les cartes mémoire. Ça fait depuis le SA700 que j'ai arrêté de me prendre la tête, entre guillemets, avec les cartes mémoire. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que d'abord, une carte mémoire, vous allez en mettre une 500 Go, 1 Tera. Ça va être extrêmement long à charger. Moi, la dernière que j'ai achetée, c'était une 1 Tera. J'ai mis 48 heures à la remplir. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que même si aujourd'hui on a des capacités de carte extraordinaires, pour des gens qui écoutent de la musique éclectique, qui sont éclectiques comme moi, j'écoute aussi bien du classique que du jazz, que de la bossa nova, que du hip-hop, que de la musique électronique. Et j'aime les nouveautés, il y a des choses qui sortent et qui sont nouvelles, euh, ou des rééditions d'albums aussi. Et bon, on les a pas en flac sur sa carte mémoire et on se retrouve coincé. C'est extrêmement frustrant pour moi. On est quand même en 2020. Si on a un appareil audio numérique, c'est pour pouvoir accéder à tout de suite. Et pourquoi j'ai pas besoin? Alors vous pourriez me dire, bah, tu peux faire les deux, tu as ta carte mémoire et le streaming. Oui, mais est-ce que ce doublon sert vraiment? Pas sûr, parce que en fait, le streaming, l'appli streaming permet de télécharger les morceaux sur l'appareil. Donc, on peut écouter les morceaux offline quand on n'a plus de réseau. Donc ça, c'est assez pratique. Et du coup, ça permet de charger en fait sa mémoire interne, qui est là-dessus de 500 Go, 512 Go, c'est pas négligeable. Ce qui, dans les faits, fait un peu moins de 500 Go. Euh, donc, c'est pas négligeable. Vous pouvez vraiment charger la mémoire avec les morceaux en haute qualité qui vient du service de streaming comme Tidal ou Qobuz ou encore Spotify. Alors Spotify, en revanche, c'est pas qualité HD, mais Tidal et Qobuz, c'est qualité HD. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, je vous montrerai comment ça marche. On va aller un petit peu dans le vif du sujet en visitant les menus. Donc là-haut, vous avez un menu qui est personnalisable. Moi, j'ai laissé les options d'usine, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses que j'utilise pas. Wi-Fi, évidemment, c'est pour choisir son réseau Wi-Fi. À noter que sur cet appareil, il y a la possibilité de capter les réseaux 5G, 5 GHz, pardon. C'est pas 5G, 5 GHz. Et pourquoi c'est important? Parce que le 5 GHz, ça interfère pas avec le Bluetooth, alors que le 2.4 interfère avec le Bluetooth. Donc si vous avez des appareils en Bluetooth qui fonctionnent en même temps, ça peut altérer votre signal Wi-Fi. Donc c'est assez important et ça vous permet d'avoir une vitesse accrue. À noter, la réception Wi-Fi est plutôt bonne, hein, mais c'est pas du niveau d'un téléphone, largement suffisant pour un appartement de taille normale, mais à noter quand même que si vous vous baladez, que vous avez un grand appartement, une maison, vous avez une possibilité de perdre le signal parce que vous avez ici un bloc d'acier, donc forcément ça empêche un petit peu les choses de bien fonctionner en tout cas parfaitement. Donc à noter, si vous avez une très grande pièce que votre routeur est au fin fond de votre, ou à l'entrée dans le vestibule de votre appartement ou de votre maison, et que vous allez écouter la musique au salon qui est tout au fond, vous avez intérêt à brancher un relais qui vous permettra de continuer à avoir une réception optimale. Voilà, Bluetooth, alors c'est une fonction qui est à mon avis, un petit peu superflu ici. Qui va utiliser un appareil comme ça pour écouter sur des écouteurs Bluetooth? À mon avis, personne, sans compter que le Bluetooth, même s'il est HD, ça ne vous permet pas de profiter des qualités des puces DAC, puisque la puce Bluetooth est elle-même une puce DAC. Donc vous n'aurez pas la possibilité de profiter. Donc c'est là, vous pouvez l'utiliser, vous avez le baladeur avec vous, vous arrivez chez des amis, ils ont
une enceinte Bluetooth, eh bien, vous pouvez quand même diffuser de la musique avec votre appareil. Moi, personnellement, je réserve cette fonction à mon téléphone. Donc, quand j'écoute de la musique en Bluetooth, c'est avec mon téléphone et non pas avec ce baladeur ultra haut de gamme. Mais enfin, bon, ils l'ont mis, ça mérite d'être là. Moi, je l'allume jamais. Mais voilà. Alors, l'EQ, parlons-en, très important. L'EQ sur les Astel Kern, on oublie complètement. Je vous fais un petit signe de croix. On oublie complètement. Voilà. Non, pas d'EQ. Pourquoi? Parce que chez Astel Kern, ils ne veulent pas qu'on utilise d'EQ. Alors, ils en mettent un, c'est un peu bizarre. Ils sont un peu dans l'entre-deux. Mais cet EQ est une catastrophe. C'est un EQ logiciel. Et c'est vraiment mauvais. Ça engage de la distorsion, ça engage euh, des problèmes de restitution, enfin ça va pas du tout. Donc on oublie complètement l'EQ. Les seuls appareils à ma connaissance qui peuvent vous proposer un EQ de très grande qualité, c'est chez Lotu, que je fais aussi, hein, que je vends aussi. Je suis le seul à les vendre en France, et même en Europe certainement, je pense, à vérifier. Mais en tout cas, voilà, eux, ils ont une puce interne qui s'occupe effectivement en dur, en hardware, ce qu'on appelle, donc vraiment en dur, de changer la fréquence. Et vous verrez d'ailleurs, si vous avez un Loto un jour, que c'est extrêmement raffiné comme réglage. On n'est pas sur 6 dB de gain ou 4 dB de gain. Celui-ci, quand vous l'activez, ça descend le volume. Déjà, ça c'est un gros problème. Vous avez un niveau de volume qui baisse. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que leur EQ est mauvais. Donc ils baissent le gain afin de vous laisser vous amuser avec l'EQ sans avoir trop de, de perte de qualité. Voilà. Alors, USB mode, qu'est-ce que c'est? C'est pour charger des morceaux, des tracks, des fichiers sur votre appareil quand vous le branchez sur votre ordinateur, PC, Windows ou Apple macOS 10. Donc, vous appuyez là, vous le branchez, et puis il apparaît sur votre bureau. Vous n'avez plus qu'à glisser les morceaux. C'est extrêmement simple. C'est vraiment comme une clé USB, hein, grosso modo. External USB, ça c'est pour le DAC. N'oublions pas que ça fait fonction DAC. Et à ce sujet, je dois dire qu'il ne faut surtout pas hésiter à acheter ce type d'appareil si vous voulez l'utiliser au sein d'une installation hi-fi. Effectivement, on est sur des qualités de prestation d'un DAC sédentaire. Ça y est, enfin, on a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai testé sur plusieurs installations hi-fi extrêmement exigeantes et haut de gamme, et les propriétaires ont tous été impressionnés par le son qui peut sortir de cette petite boîte en acier. Voilà, on était sorti depuis la 3.5, comme je vous dis, c'est largement suffisant pour profiter. Après, vous pouvez toujours utiliser un câble que vous me demandez, je peux vous le faire sur mesure, qui va de 2.5 à XLR pour les gens qui veulent absolument rester en symétrique. Voilà. Alors, on en parlait, l'installation, le DAC justement, vous avez un logiciel qui s'appelle AK Connect. Qu'est-ce que c'est qu'AK Connect? C'est un logiciel qui est très très intéressant pour ceux qui veulent justement utiliser leur SP2000 comme source DAC, mais aussi comme préampli, hein. Il y a la possibilité d'utiliser, évidemment, c'est un préampli. Donc vous activez AK Connect, vous le téléchargez sur votre téléphone, et ensuite vous pouvez choisir votre source. Donc la source de la musique, c'est ou le SP2000 ou le streaming, Tidal, Spotify, ce que vous voulez. Et vous pouvez choisir donc la sortie. Et la sortie, c'est la sortie line-out. Et ensuite, ben, vous contrôlez votre appareil à distance. Donc dans le cas où vous voulez le poser à côté de votre ampli ou votre préampli, et bien après vous pouvez tranquillement aller dans votre canapé et contrôler le volume et envoyer des sons, regarder votre bibliothèque interne, vous connecter à un réseau. Si vous avez un serveur avec tous vos morceaux, c'est aussi possible. Voilà, c'est un appareil complet, ça fait streamer, ça fait DAC, ça fait baladeur, enfin voilà. Donc c'est un appareil très complet. L'option line-out, on en parlait, qu'est-ce que c'est? Line-out, ça active une tension fixe de 2 volts. Donc en fait, qu'est-ce que c'est la tension fixe de 2 volts? C'est juste un tiers de la puissance, donc vous êtes à un niveau de 50. C'est pas bien compliqué, donc c'est juste une tension fixe. Vous pouvez l'utiliser quand
quand vous avez donc ça, quand vous l'avez branché sur votre préampli ou sur votre ampli intégré, mais dans ce cas-là, le son ne bouge plus, le volume pardon ne bouge plus, donc vous pouvez plus régler le volume. À vous de voir si vous avez une télécommande qui vous permet de contrôler votre niveau de volume. Bon, ça passera pas de problème, mais vous allez vous retrouver avec deux télécommandes, ce qui peut être un tout petit peu pénible. Donc moi personnellement, quand j'installe l'appareil sur un ensemble Hi-Fi, je désactive cette fonction et je règle en fait le volume de l'ampli à un niveau qui est généralement au tiers ou un peu plus, à la moitié. Et ensuite, je m'amuse avec le volume du SP2000. Voilà, qui est quand même très puissant, hein, donc vous n'êtes pas obligé d'aller aussi haut dans le volume, hein, vous n'aurez pas de problème. Voilà, le car mode, c'est quoi? C'est pour les gens qui auraient envie d'utiliser cet appareil dans leur voiture. Alors bon, je ne sais pas si il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. Généralement, quand on a un bon matériel, un bon équipement dans sa voiture, on a déjà le Bluetooth intégré. On utilise son téléphone pour envoyer le signal Bluetooth vers l'installation Hi-Fi de sa voiture, si on en a une. En tout cas, ça a le mérite d'exister. Et quand vous l'activez, ça vous change en fait l'interface. Elle bascule, elle passe en section paysage comme ça. Et donc vous avez le play, les deux boutons qui ont grossi afin de vous faciliter la manipulation pendant que vous conduisez. Personnellement, aucun intérêt, mais ça existe. Et s'il y a des mélomanes qui veulent absolument utiliser leur SP2000 dans leur voiture, c'est possible. Voilà. Wheel Lock, c'est pour locker le bouton de volume, tout simplement, pour éviter les accidents. Alors moi, j'ai un autre moyen, c'est qu'en fait, j'ai limité le volume à 55, je vais jamais au-delà de 55. Donc pour éviter les accidents, hop, ça permet de ne jamais dépasser, de ne pas s'abîmer les oreilles en cas de mauvaise manipulation. Ensuite, vous avez ici la luminosité. La luminosité de cet écran est bonne, sans être non plus extraordinaire. On est sur un écran qui est bien, qui est de bonne qualité, qui a une très bonne résolution, très lisible, mais on pourrait espérer un peu plus encore de lumière dans le cas où on utilise son appareil en extérieur, en plein soleil, mais c'est jouable, ne vous inquiétez pas. Et puis vous avez toujours, comme je l'ai dit, AK Connect qui vous permet de le laisser dans votre poche et d'utiliser votre téléphone pour le contrôler. Vous pouvez bien sûr aussi faire ça quand vous êtes dehors, en balade, et que vous écoutez votre musique. Vous pouvez bien sûr le laisser dans une poche ou dans une pochette que vous avez, ou dans une banane, et donc pas de souci, vous le contrôlez à partir de votre téléphone. Ici, vous avez Settings, et ça vous envoie vers le menu des paramètres, où vous allez retrouver tout ce que je viens de vous présenter, excepté, vous avez ici une option de sans coupure, Gapless en anglais. Ça vous permet de lire les morceaux les uns à la suite des autres sans silence entre ceux-ci. Le niveau de sortie que vous pouvez aussi régler si vous en avez envie. J'ai jamais utilisé cette fonction, mais c'est une possibilité. Voilà, vous pouvez activer ça. Et vous pouvez vous amuser à définir la tension quand la line-out est activée, hein, bien sûr. C'est pour la line-out, sinon la tension, ça n'a pas grand intérêt quand on utilise la sortie classique. Ici, vous avez une balance. Alors moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait une balance, même si je l'utilise jamais. C'est bien pour plein de raisons. D'abord, vous avez des enregistrements qui sont parfois déséquilibrés. Ça vous permet de rééquilibrer un petit peu le mix. Mais surtout, ça vous permet, dans le cas d'une utilisation Hi-Fi, de rééquilibrer la puissance entre les deux canaux, dans le cas où vos enceintes ne sont pas placées à équidistant de l'auditeur ou des auditeurs. Ça peut arriver, pas tout le monde a un placement d'enceinte parfait. Donc là, vous pouvez rééquilibrer et avoir un peu plus, par exemple, si votre enceinte gauche est plus proche que votre enceinte droite, vous pouvez mettre un peu plus de puissance dans l'enceinte droite afin de rééquilibrer et donc d'avoir plus d'énergie et plus de puissance au niveau du volume, sur le R, et moins sur le L. Voilà, vous pouvez aller jusqu'à 0, évidemment, hein, vous pouvez carrément complètement baisser, avoir que R ou L. Ça permet aussi de faire des tests si on en a envie. Voilà, c'est une option assez sympa. Les réglages de lecture,
Ça vous permet simplement de régler le comportement de l'appareil dans le cas des morceaux qui défilent. Ensuite, vous avez le panneau de notification que vous pouvez modifier pour des réglages rapides, hein. Le panneau de notif, ça sert à ça. C'est pour pas aller dans le menu. L'extracteur de CD, c'est une option que vous avez si vous achetez l'extracteur de CD de chez Astel & Kern, qui vous permet de numériser vos CD directement dans l'appareil, ce qui peut être très intéressant pour des gens qui ont une immense collection de CD. Vous avez une solution tout en un, compacte, qui vous permet d'avoir vraiment vos CD numérisés à la perfection, sans perte. Le mode USB, on en a parlé. La conversion SPDIF, alors là, on parle d'une sortie optique. Oui, vous pouvez vous servir du SP2000 comme source pour rentrer dans un autre DAC. Alors, est-ce que ça a un intérêt? D'après moi, pas vraiment, puisque, je vous le rappelle, quand vous branchez un câble optique, eh bien, vous n'aurez que des données numériques brutes, sous forme de faisceaux lumineux qui clignotent, un faisceau en l'occurrence rouge, et donc vous n'allez évidemment pas profiter du DAC de votre appareil, le but étant de s'en servir comme source numérique. Acheter ça pour faire ça me semble un petit peu exagéré. Le SPDIF, c'est une norme globale, vous n'aurez a priori pas de différence avec n'importe quel petit adaptateur à des prix beaucoup moins importants que vous pourrez brancher sur votre ordinateur pour obtenir une sortie optique. Voilà, sans compter que, ne l'oublions pas, l'optique, c'est maintenant aujourd'hui un petit peu dépassé. Il y a toujours des fans, parce qu'effectivement, c'est un signal lumineux et donc il est beaucoup moins enclin, même pas du tout enclin à la gêne des ondes électromagnétiques, des ondes radio, etc. Donc effectivement, là-dessus, c'est assez cool. Maintenant, vous avez quand même l'USB-C qui est très rapide et vous pouvez brancher en OTG sur des appareils externes. Ça fonctionne très bien. Là-dessus, vous avez un blindage évidemment complet et total. Vous avez vu la tenue de ce boîtier en acier inoxydable. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez mettre une tonne de téléphones autour qui sont en train de télécharger des vidéos en 4G ou en 5G. Vous n'aurez pas de problème si vous êtes dans des zones couvertes par la 5G à l'étranger. Voilà. Ici, vous avez vu, il y a un petit bouton qu'on peut rajouter ou désactiver, qui est très pratique, qui permet de revenir en arrière plus rapidement que de remonter ici. Ça vous permet aussi de revenir en arrière dans le cadre de logiciels, je vous montrerai ça après, où il n'y a pas de retour arrière justement, donc là, c'est quasi indispensable. Vous avez donc la limite de volume, et bien sûr après les options classiques de système, luminosité d'ATE, le nom de l'appareil, et voilà, l'alimentation, etc., etc. Dossier de téléchargement quand vous téléchargez des fichiers, la mise à jour, les informations système. Comme je vous le disais, j'utilise 100% le streaming avec cet appareil. Pour quelle raison? Parce que j'aime avoir accès à toute la musique dont j'ai besoin tout de suite et ne plus me prendre la tête avec les cartes mémoire. Bien sûr, c'est ma façon de voir les choses. C'est pas une bonne ou une mauvaise façon. C'est juste que faut plus hésiter aujourd'hui à plutôt s'abonner à un service de streaming comme Qobuz ou Tidal. En l'occurrence, moi j'ai Tidal et Spotify. Vous avez aussi Deezer. Alors Deezer, Tidal et Qobuz vont vous proposer des qualités hi-fi, alors que Spotify se limite à du MP3. Donc effectivement, c'est un peu dommage d'écouter Spotify sur cet appareil, mais c'est une possibilité. Du coup, je ne sais pas pourquoi il n'est pas encore possible d'installer YouTube Music, qui offre une qualité similaire à Spotify, mais apparemment, ils n'ont pas envie, ou certainement, ils n'ont pas de partenariat avec eux, je ne sais pas. En tout cas, vous avez donc Tidal, et vous avez deux versions de Tidal. Vous avez la version classique qui est interne à l'appareil, puisque Tidal est déjà sur tous les appareils Astel & Kern, ils ont un partenariat avec eux, mais vous avez aussi la possibilité d'installer l'application en APK. Alors c'est quoi l'APK? Un APK, c'est un package d'installation, c'est un paquet
que vous téléchargez, qui est une sorte de fichier compressé, que vous pouvez mettre à l'intérieur, charger à l'intérieur de la mémoire, et donc à partir de là l'installer. Pourquoi c'est important? Parce que la version APK, la version d'application Android externalisée, vous permet d'utiliser l'enregistrement des albums et des morceaux que vous aimez. Donc c'est indispensable si vous voulez faire comme moi. Voilà, donc je vous montre comment ça se passe. Par exemple, hier j'écoutais les Beach Boys. Hop, donc là, voilà, les Beach Boys. Et donc il est en qualité master. Ici, vous voyez que sur Tidal, vous avez même des qualités 96 kHz, 24 bits. Donc vraiment très très haute qualité en streaming. Donc je vais sur voir l'artiste par exemple, je descends, j'ai envie de charger dans la mémoire un album, par exemple celui-là, et ici j'ai téléchargé, je clique ici, et l'album se télécharge automatiquement dans la mémoire, ce qui me permettra de l'écouter. Ça va assez vite, hein, il faut compter 5 minutes maximum pour qu'un album entier se télécharge, même en qualité master, comme ici. Comme vous pouvez voir, il y a le petit M à côté, ce qui signifie que c'est la qualité la plus haute possible, 96 kHz 24 bits, en tout cas, ce qui concerne Tidal. Bien évidemment, il est possible de lire des fichiers de qualité supérieure sur cet appareil. Ça va jusqu'au DSD 512 et peut-être même 1024, je ne me souviens pas. Quant à moi, j'ai une très petite collection de DSD et à une époque, j'étais assez féru de ces enregistrements. Non pas parce que c'était du DSD spécialement, mais que bien souvent, les enregistrements DSD et les remastering DSD sont particulièrement soignés, étant donné que l'argument du DSD, c'est de vous offrir une dynamique extraordinaire. Donc on a comme ça le moyen une porte d'entrée vers une sélection d'enregistrements qui sont généralement de très grande qualité. Ça n'est pas toujours le cas, hein. Voilà. En ce qui concerne la qualité audio de cet appareil, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus, sachant que ce menu-là, vous pourrez le retrouver sur d'autres appareils de chez Astellenker. Donc, ce que vous avez vu là, vous l'aurez aussi sur le SA700. Hein. C'est à peu près la même chose. Vous n'aurez peut-être pas autant de fluidité, mais vous aurez à peu près la même expérience. Et d'ailleurs, les appareils AK se ressemblent. Donc, vous avez toujours généralement une molette ici sur le côté, les deux sorties en haut, et le port USB, ainsi que l'entrée ici de la mémoire. Donc vous voyez bien que vous êtes sur un terrain connu. Si vous avez déjà eu des Astellenkern, vous n'aurez pas de problème avec ça. Voilà, alors j'ai essayé, bien sûr j'ai eu énormément de DAP différents. Avant d'être revendeur, avant de créer IFI Portable, j'étais comme vous, un passionné, et donc j'ai eu énormément de baladeurs, Astellenkern notamment, mais pas seulement, j'ai eu aussi des Lotu, j'ai eu des Plénus, j'ai pu écouter aussi des choses qui m'intéressaient moins, comme chez FIO ou Ibasso. Hein. J'ai rien contre FIO et Ibasso, mais moi, ça me branchait moins. Euh, donc, je cherchais à mettre des mots sur qu'est-ce qu'apporte un appareil comme ça par rapport à un appareil moins cher dans la même gamme, puisqu'on est chez Astellenkern et qu'ils ont une gamme très complète. Ça démarre à 690 € de mémoire, et donc ça va jusqu'à 4000 €. On a quand même un enfin une grosse évolution de prix. 690, après on tourne autour des 1000 €, après on arrive près des 2000, et après on monte directement à 4000. Il y a des intermédiaires, il y a le SP1000M, etc. La gamme est en train de changer. Donc voilà, vous avez des tranches de prix qui démarrent déjà assez haut, à 690 € et qui montent jusqu'à 4000 avec cet appareil. Donc qu'est-ce qui fait la différence et qu'est-ce qui saute aux oreilles en premier lieu quand on écoute cet appareil? C'est la clarté. Même par rapport au SP1000M, c'est la clarté. Alors qu'est-ce que c'est que la clarté? Parce que vous allez me dire, bon très bien, vous avez mis un mot sur la différence, mais ça me dit toujours pas ce que je vais remarquer. Eh bien, je vais vous expliquer. La clarté, ça n'est pas plus d'aigus, parce que parfois on peut dire, ah, le son est très clair, ça veut dire qu'il est porté sur les aigus. C'est pas le cas du SP2000, qui vous offre
une signature extrêmement équilibrée. En fait, la clarté, qu'est-ce que c'est? C'est quand, imaginons que vous arriviez dans une maison, dans un lieu, et que vous ayez une grande fenêtre qui donne sur l'extérieur. Pardon. Une grande fenêtre qui donne sur l'extérieur. Cette fenêtre, elle est opaque, elle est très sale. Vous n'arrivez pas très bien à distinguer l'extérieur et la lumière ne rentre pas bien dans la pièce. Eh bien, vous allez aller dans votre magasin de nettoyage de bricolage et vous allez demander un produit à un prix raisonnable. Le premier prix. Vous arrivez chez vous, vous appliquez le produit sur la vitre, et là, magie, la saleté s'enlève, et vous voyez mieux, la lumière entre mieux dans la pièce. Mais, ça n'est pas encore parfait. Vous avez toujours une sensation de voile. Et donc, quand vous regardez à travers la vitre, ça n'est pas net. Mais c'est déjà beaucoup mieux. Vous retournez à votre magasin quelques temps après, et vous lui dites, écoutez, j'ai terminé le produit, c'était pas mal, et qu'est-ce que vous pouvez me proposer de mieux? Il vous propose un produit meilleur et plus cher, comme souvent. Donc, vous l'achetez et vous rentrez chez vous, vous faites la même chose, vous apercevez que vous voyez mieux encore, que les vitres sont plus propres et ainsi de suite. Et donc, vous allez continuer comme ça. Vous retournez au magasin, vous achetez. Et à la fin, avec le produit le plus cher, vous aurez une transparence tellement grande que vous aurez l'impression qu'il n'y a plus de fenêtre entre vous et l'extérieur, il n'y aura plus de vitres. Vous cassez la distance qu'il y a entre vous et l'extérieur, entre vous et la lumière, entre vous et le paysage, et entre vous et la musique. Du coup, là, c'est pareil. On retombe sur notre SP2000. Vous avez ce sentiment absolu de netteté. Vous avez ce sentiment absolu d'être dans la musique et qu'il n'y a rien entre vous et la musique. Voilà. Et vous avez ce phénomène d'ailleurs, pas seulement avec le SP2000, mais si vous passez du SR25 au SA700, vous aurez la même sensation. Vous avez une sensation de... On enlève une couche, même si ce que vous écoutiez avant était très bien, vous allez vous rendre compte que vous aurez plus de clarté. Et plus de clarté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut aussi dire plus de résolution, ça veut aussi dire plus de netteté, ça veut aussi dire un fond plus noir. J'y reviendrai, je vais faire une vidéo fond noir, etc. Je vais faire une vidéo sur le jargon un petit peu audiophile pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit. C'est pas toujours évident. Fond noir, c'est une traduction littérale de black background et ça signifie absence de souffle. Effectivement, quand vous écoutez un morceau de classique qui a un silence, il n'y a rien de pire que d'entendre du souffle. Ça vous casse complètement, ça vous remet dans l'histoire de l'enregistrement. Donc avec ce genre d'appareil, vous n'aurez pas de souffle si votre enregistrement n'en a pas. Il est évident, par contre, s'il en a, vous allez l'entendre, bon ça c'est sûr. Vous entendrez absolument tout ce qu'il y a sur votre enregistrement. Mais voilà. La deuxième force, c'est que bien souvent, on a un gros dilemme dans l'audio, c'est vous avez d'un côté la technicité et de l'autre, vous avez la musicalité. La technicité, c'est quoi? C'est la capacité d'analyse, la résolution, l'extension, etc., etc., etc. La musicalité, c'est quoi? C'est ce qui va vous faire oublier tout ça, justement, qui va transcender cette technicité et qui va vous remettre dans la musique. On parle là plus d'ambiance de live, non pas seulement de live au sens de concert, mais de vivre la musique comme si elle était présente, comme si elle était là et qu'on était sur scène avec les musiciens ou en studio avec les musiciens. Voilà. Donc, au niveau de ça, je ne connais actuellement aucun appareil qui peut rivaliser avec cette netteté. Même l'excellent DAC de chez Korg, par exemple le Hugo 2, est surpassé sur ce point-là. On est vraiment sur un appareil extraordinaire au niveau de la clarté, de la résolution, de la netteté, de l'aération, de la scène sonore. Tout paraît extrêmement cohérent et c'est un pur bonheur. Je n'ai quant à moi jamais réussi à le mettre en difficulté, peu importe ce que je branche dessus, eh bien ça fonctionne bien. Tous les écouteurs, ils s'adaptent à tous les écouteurs. Donc c'est vraiment assez agréable. Voilà. Après, on me demande souvent, on me pose souvent la question. Deux questions reviennent souvent. Le SE200 vient de sortir. Il a une puce AK 4499 EQ
comme celle-ci, sauf que là, il y en a deux, comme le SP2000. Donc, est-ce que je vais avoir un mini SP2000? Alors, la réponse est non. Le SE, pardon, 200 est un excellent appareil. Il, par exemple, supplante un SP1000M. Il va certainement faire très très mal à un SP1000 tout court. Oui, donc on est sur un appareil qui regarde vers le futur, qui vous présente certainement à quoi ressemblera le futur, c'est-à-dire des appareils vraiment hybrides, avec plus d'options, avec plusieurs DAC, avec plusieurs circuits d'amplification, donc des choses plutôt assez sophistiquées. Mais non, ça n'est pas un mini SP2000. Il est évident que Hastel Kern ne va pas produire un appareil deux fois moins cher et aussi bon. Ça serait se mettre une balle dans le pied, et je pense que ça n'est actuellement pas spécialement possible, sachant que, évidemment, que là-dedans, vous avez des circuits et une section d'amplification qui est différente de tout le reste de la gamme, et une mise en œuvre du point de vue de recherche logicielle. Hein, on n'est pas seulement sur le coût de fabrication. Souvent les gens disent «Ah mais c'est quoi le coût de fabrication?» Du coup, non, vous avez aussi beaucoup de R&D là-dessus. Vous avez des ingénieurs qui vont travailler à l'élaboration de cet appareil. Donc tout ça, ça a un coût. On n'est pas seulement sur l'idée du coût, parce que si vous regardez le prix d'une puce DAC telle que la 4497 ou la 4499, vous apercevrez que ça n'est absolument pas cher. Ce sont des microprocesseurs très simples, des processeurs très simples, mais en revanche, l'intégration, créer un appareil de toutes pièces avec un système d'exploitation, avec une intégration parfaite, en symétrique, etc. Voilà, ça coûte cher. Et surtout, de créer quelque chose de mieux que le précédent. Ça, c'est pareil. Plus vous augmentez la qualité de votre appareil haut de gamme, et plus c'est difficile de faire mieux. Donc, plus il faut faire de recherche, et plus il faut faire d'essais, et donc plus vous avez de coûts de développement importants. Voilà. Après, j'ai une autre question qui revient souvent, c'est l'histoire du M15 de chez FiiO. Alors, FiiO, c'est pas une marque que je vends, mais j'ai souvent la question, ah mais chez FiiO, il y a un appareil qui a la même puce DAC, du coup, et il coûte que 1500 €, du coup, est-ce que... Non, alors la réponse est non, évidemment. FiiO, eh bien, ils sont pas plus bêtes que les autres. Ils ont vu ce qui se faisait de meilleur avec ce baladeur sur le marché, et ils vous font une fiche technique similaire. Il est évident que ça n'a rien à voir en termes de prestations. Je ne dis pas que le M15 est mauvais, attention, pour le prix, c'est un appareil très bon, mais étant donné que vous avez aujourd'hui le SE200 qui vous coûte un tout petit peu plus cher, je vous conseillerais plutôt d'aller chez Hastel Kern qui, je le répète, est vraiment un leader en ce qui concerne les baladeurs et qui aujourd'hui, plus que jamais, présente la marque sur laquelle s'intéresser si vous voulez ne pas avoir de problème de match. Ce qu'on appelle le match, c'est est-ce que mes écouteurs vont bien sonner avec tel baladeur. C'est pas le cas de toutes les autres marques. Hein. Les autres marques ont plus de caractère, un caractère propre qui fait que souvent, ça match ou ça matche pas. Là-dessus, sur les Hastel Kern, à l'exception du SA700 qui était pas toujours parfait avec certaines paires, je me souviens notamment des excellents Eden. Eh bien, avec les Eden, ça n'allait pas trop. Voilà, donc c'est pas universel forcément, mais les SR, la série SR, série SP, vraiment, ça match vraiment bien avec tout. C'est quand même un avantage, vous êtes tranquille. Voilà, donc non, vous ne pourrez pas obtenir la même qualité en payant moins. En tout cas, c'est pas, pour l'instant, toujours pas possible. Pareillement à ça, on me dit souvent la pérennité de ce genre d'investissement. C'est des investissements pérennes. Je vous explique. Quand vous achetez un très haut de gamme, n'importe quelle marque, en audio, généralement, ça reste un haut de gamme. Si vous écoutez aujourd'hui un AK380, qui était l'ancien haut de gamme de chez AK, ça reste un très bon appareil aujourd'hui. Il n'est pas du tout ridicule à côté de cet appareil. Simplement, effectivement, il y a moins de clarté, il y a moins de résolution, il y a moins de pas mal de choses, mais vous pouvez vous en contenter. Voilà. C'est pas quand on dit le mieux l'ennemi du bien, c'est pas toujours vrai, mais effectivement, il y a des gens aujourd'hui qui continuent d'écouter leur AK380
qu'ils ont acheté neuf à l'époque et ils en sont ravis. Pareillement à ça, le SP1000 reste un très bon appareil. Il est en dessous en termes de clarté, voilà, mais après, ça reste un appareil similaire qui a encore de beaux jours devant lui. Donc les gens qui ont acheté un SP1000 à l'époque, ils sont pas obligés de sauter le pas vers le SP2000. Après, si vous pouvez vous le permettre, pas de souci, vous vous le permettez, vous avez raison. Mais si quelqu'un m'appelle et me dit j'ai le SP1000, est-ce que je dois passer au SP2000? Je lui dis que ça n'est absolument pas indispensable. S'il peut se faire plaisir et s'il peut se le permettre, je lui conseillerais de le faire. Mais si il s'agira de souffrir du point de vue finance pour s'offrir un SP2000, ça vaut pas le coup. Il vaudra peut-être mieux attendre le SP3000 qui arrivera en septembre 2021. Pourquoi pas? Et peut-être même pas d'ailleurs. Peut-être même pas. Peut-être que le SP3000 sera certainement meilleur que le SP2000 et bien sûr meilleur que le SP1000. Mais peut-être que, encore une fois, ça ne sera pas un gap si énorme et que vous pourrez continuer à profiter de votre SP1000. Donc voilà, en revanche, si vous voulez vous équiper pour la première fois, ça vous permet de voir que les gens qui ont acheté le SP1000 à l'époque, ils sont toujours ravis et ils ont toujours un achat pérenne. Donc si vous achetez un SP2000 aujourd'hui, eh bien dans 5 ans, vous n'aurez pas de frustration du fait parce que vous allez dominer un marché quand même avec un appareil extrêmement haut de gamme. Donc voilà pour ce qui est de la pérennité d'un tel investissement. C'est vraiment un appareil qui vaut son prix. Il est extrêmement haut de gamme. Il offre des prestations sonores équivalentes, voire supérieures à des DAC qui coûtent aussi cher, voire plus cher. Vous pouvez l'utiliser en extérieur, en balade, c'est possible. Vous pouvez l'utiliser sur votre installation Wi-Fi exigeante et vendre votre DAC et ainsi récupérer du budget. Ça, c'est une idée aussi. Sachant que ça fait tout, ça fait DAC, ça fait DAC pour votre ordinateur, ça fait évidemment préampli, si vous avez des enceintes amplifiées, ou simplement un ampli de puissance, n'hésitez pas à brancher ce tout petit appareil. Ça, les chiffres, la fiche technique est extraordinaire, donc vous verrez que c'est équivalent. Voilà, on est vraiment dans la Hi-Fi portable. C'est-à-dire pour ça que j'ai appelé mon magasin, ma boutique Hi-Fi portable. C'est parce que pour moi, on est sur des éléments de Hi-Fi portatifs. On n'est plus sur un baladeur. Et puis après, voilà, les deux sont en train de se miniaturiser. Vous avez un DAC, un préampli, un baladeur. Voilà, c'est vraiment un appareil complet. Il ne faut pas hésiter à se faire plaisir quand on peut se le permettre. Voilà. Après, je terminerai sur ça. Faut-il, si j'ai une paire d'écouteurs moyen de gamme ou d'entrée de gamme et que j'achète ça, est-ce que ça va faire bondir en avant mes écouteurs? Alors, c'est une drôle de manière de penser. Il y a des gens qui préfèrent mettre beaucoup d'argent dans leur baladeur et peu d'argent dans leurs écouteurs, ou l'inverse, mettre énormément d'argent dans leurs écouteurs et très peu dans leurs sources. C'est, à mon avis, dans les deux cas, malvenu. Je vous explique pourquoi. Si vous avez un budget de 4000 euros, il vaudra mieux acheter une paire d'intra à 2000 euros et un baladeur à 2000 euros. Vous obtiendrez de meilleurs résultats que si vous achetez un baladeur à 4000 euros et que vous avez des écouteurs à 200 euros. C'est un petit peu absurde comme manière de penser. Certains veulent penser ça. Ils pensent qu'ils peuvent obtenir des résultats fantastiques avec des écouteurs à 200 euros sur une source extraordinaire. Bon, il faut essayer. Je ne fais pas de généralité. Mais à mon avis, si vous avez un budget qui n'est pas de 4000 plus encore 2000 euros, donc 6000 euros en tout pour arriver vraiment à quelque chose d'extrêmement haut de gamme, il vaudra mieux prendre un SE200 et une paire de Flame par exemple, ou des Nio de chez 64 Audio. Voilà. Vous avez donc un excellent appareil qui est haut de gamme, hein, attention, parce que là on est sur le très haut de gamme. C'est du haut de gamme, hein, évidemment. Et vous aurez une paire d'écouteurs très haut de gamme. 2000 euros, on est sur du très haut de gamme aussi. Même si vous avez un super haut de gamme, mais enfin, après, dans les écouteurs, ça va pareil jusqu'à 4000 euros. Mais pour moi, déjà, avec 2000 euros, vous avez quelque chose d'extraordinaire. Hein, tout comme en DAP. Hein, vous avez un DAP extraordinaire à 2000 euros. Bien sûr, évidemment. Là, on est dans l'extrême raffinement. Après, on est dans le
sommet du sommet, et ça vous permet de plus avoir de questions à vous poser. Si vous êtes perfectionniste comme moi, personnellement, j'adore avoir ce qui est toujours de mieux. Ça me plaît, et puis au moins je me pose pas de questions. Je me dis, bah, j'ai le meilleur. Je peux plier l'ordinateur, arrêter de faire des recherches et profiter tranquillement de ma musique. C'est comme ça quand on est perfectionniste. Mais après, attention, un perfectionniste pourra très bien. Avant ça, j'avais un SA700 et je me suis régalé avec. Voilà, avant ça, j'avais un SP1000. J'ai profité à fond de cet appareil. C'est des appareils excellents. Tout comme avant d'avoir les Forte-Noires ou les Erlkönig, j'ai d'autres paires. Et d'ailleurs, j'écoute aussi d'autres paires parallèlement à ça, régulièrement, qui coûtent pas ce prix-là. Donc voilà. Ne nous laissons pas non plus emporter par la folie des prix hauts. Ce sont des appareils, des écouteurs exceptionnels. Si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas. Mais vous pouvez aussi obtenir des résultats extraordinaires en dépensant moins. Je vous invite à me contacter par téléphone. Vous vous connectez sur ifiportable.com, ifi-portable.com. Il y a mon numéro de téléphone. Vous m'appelez, vous me posez des questions, vous me demandez. Le but pour moi, c'est évidemment pas de vous vendre ce que j'ai de plus cher, mais de vous vendre ce qui va le mieux correspondre à votre budget, à vos attentes, et que vous repartiez heureux, content, ravi de pouvoir écouter de la musique dans des conditions extraordinaires. Voilà, vous savez à peu près tout sur cet appareil. Je pense, j'aurais pu vous faire une démo en le branchant en tant que DAC, etc. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont quand même assez au courant de ce genre d'utilisation, et surtout c'est d'une simplicité fantastique, plug and play. Vous branchez, vous installez le driver, vous branchez, et puis ça marche, ça fonctionne tout de suite. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter. Merci de m'avoir écouté. C'était vraiment un bonheur de vous présenter cet appareil que j'aime beaucoup. La prochaine fois, je vous présenterai certainement de nouveaux flagships qui vont arriver, qui proviennent d'une marque que j'adore, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Or Audio, qui est une marque de Taïwan. Et donc il y a deux flagships, les Flame et les Elixir, qui viennent tout juste d'être conçus et qui sont deux paires d'intra extraordinaires aujourd'hui sur le marché, et extrêmement bien placés. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un message. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin de voir les nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances si vous êtes sur le transat au soleil en train de regarder cette vidéo. Profitez bien, reposez-vous bien et je vous dis à très bientôt. C'était Valentin pour ifiportable.com.